l'impunité a gagné le terrain. C'est-à-dire la recherche de l'argent, à tout prix. La recherche de l'argent. Et d'autres même, qui n'ont pas peut-être ces moyens, ils peuvent arriver chez vous à domicile pour dire que si vous ne me donnez pas quelque chose là, je vais dire que ton nom est parmi les gens recherchés de Boko Haram. Ils se sont aussi enrichis comme ça. Il fallait aussi reconnaître que les gars en brousse souffrent encore plus. Je dis en brousse, les éleveurs souffrent encore plus. Je vous dis qu'à partir de 2014, jusqu'à ce jour, il y a plus de 800 000, je dis bien, plus de 800 000 têtes de bœufs ont traversé le Cameroun, des éleveurs qui n'ont jamais été au Tchad. C'est très important. 800 000 plus de 800 000 têtes de bœufs ont traversé le Cameroun pour le Tchad. L'impunité au Cameroun a atteint son objectif le plus pervers. Quelqu'un qui est identifié avec certitude comme tel, qui a fait ceci, qui a fait là, il n'est pas puni. Alors, dans ce phénomène de Boko Haram, beaucoup se sont mêlés et d'autres, ils sont transformés en moyen de se faire fortune. D'autres, c'est des voleurs. D'autres, c'est les autorités elles-mêmes. Voilà l'argent. Ce soir, je suis heureux de recevoir sur Aussi for the People Maître Abdoulaye Mat, qui n'est plus à présenter sur la place publique, un très grand défenseur des droits de l'homme, et je me réjouis d'échanger aujourd'hui avec lui à bâton rompu pour essayer de parler de tous les challenges que vous avez, pas seulement à l'extrême nord, mais dans tout le pays. Mais surtout à l'extrême nord, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup plus de challenges après l'arrivée de Boko Haram et tout ce que ça a comporté. Et je pense que les gens qui nous regardent aimeraient bien savoir voilà, comment est-ce que ça se présente, quels sont les challenges au niveau des droits de l'homme et en général, quelles sont les choses qu'on doit savoir et qu'on peut améliorer ici dans l'extrême nord. Donc nous sommes à Maroua et merci beaucoup de m'avoir accordé ce moment d'échange. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie pour la peine que vous vous êtes donnée à descendre sur le terrain, à nous rencontrer particulièrement et avoir une idée de ce qui se passe dans l'extrême nord et le Grand Nord en particulier. C'est moi qui suis très heureux parce que j'ai été fort impressionné la première fois qu'on s'est rencontrés. Quand je suis venu toucher du doigt les réalités de la crise de Boko Haram, tout au début de cette crise, c'était en 2014, je crois, début 2014. Et je crois que je suis venu toucher du doigt des réalités d'une crise, mais la personnalité qui m'a le plus marqué, c'était vous. Et donc, je tenais absolument à venir faire ce podcast avec vous pour partager tout ce que j'ai appris avec le reste des personnes qui nous suivent. Une fois de plus, Monsieur le Président, vous nous avez laissé un grand souvenir pendant cette période. Merci. Le Boko Haram est arrivé au Cameroun à l'extrême nord, particulièrement en 2011. Et ça a chauffé justement en 2014. Alors, en 2014, il était très, très, très difficile. Des fois, même, on s'est déplacé avec le laissez-passer. Tout à fait. On s'est déplacé avec le laissez-passer. Il y avait une confusion totale. Il y avait des méfiances. Il n'y en avait plus confiance, même à son voisin. Il y avait aussi beaucoup d'abus. Il faut vraiment reconnaître beaucoup d'abus. Il suffit seulement pour un règlement de compte de dire que ouais, celui-là, il est Boko Haram. Il est Boko Haram. Et c'était fini. Et c'était fini, on vous arrête. On finit avec vous. Tout à fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus. Justement, en parlant de ces abus, si jusque-là, je ne voudrais nullement contourner la règle de l'objectivité. Si jusque-là, le Boko Haram existe encore à cause de nos abus. À cause de nos abus. Parce qu'on ne fait plus une distinction entre qui est Boko Haram, qui n'est pas Boko Haram. Alors, le Boko Haram attaque peut-être la nuit, après leur départ
10 heures de temps après comment on appelle, rafle. Et quand on fait des rafles, c'est plus pire. Tout à fait. Je vais vous rappeler... Dans les rafles par l'armée. Oui, rafles. Je vais vous rappeler une histoire. Il y a même des gars de Clando qui sont ici. Un temps à Amchide. Et c'est vrai, il y avait certains civils qu'on les appelait comité de vigilance. Tout à fait, les COVID, oui. Oui, comité de vigilance. Alors, ils apportaient énormément de contributions. Oui. Et c'est là, leur chef, le Boko Haram, il s'appelle Modou, ils sont arrivés chez lui. Et là, on a commencé à lutter avec eux. Et il faisait appel à l'armée. C'était la nuit. Aucune intervention. Il a lutté, il a maîtrisé l'Inde. Il a maîtrisé l'Inde. Et ils l'ont bien ligoté jusqu'au matin. Le Boko Haram l'a mordu avec les dents, là, il a coupé la chair. Le matin, vers le 9h, les éléments de Bir sont arrivés. Il leur a présenté donc... Et ça s'est passé à quelle heure de la nuit? Et ça s'est passé vers les 20h comme ça. D'accord. De 20h à 9h. Oui, oui. Le lendemain. Tout à fait, voilà. De 20h oui, au soir à 9h le lendemain. Le lendemain. Alors quand il leur a présenté celui qui l'a maîtrisé, lui, il était tellement fatigué, blessé. Ceux-là ont demandé comme ça, là, donne-nous ton petit frère qui nous accompagne chez notre chef. Il va lui expliquer comment les faits se sont passés. C'est normal. Il leur a dit, voilà, mon petit frère, là, il va avec vous. Ils ont pris, détaché les malfaiteurs, le Boko Haram. Ils sont partis ensemble. Quand ils sont partis devant leur chef, au lieu de leur expliquer que voilà, ça c'est le petit frère de celui qui a maîtrisé le Boko Haram, dit non, on a trouvé le Boko Haram là, c'est celui-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Tac, tac. Son petit frère et le Boko Haram ont été tués. Terrible. Et les autres comités de violence, beaucoup ont rejoint. L'autre côté, les malfaiteurs. On rejoint Boko Haram. Oui. C'est pour vous dire que si ça existe encore, c'est la violence, les abus qui poussent les gens. Et ça s'était passé quand, à peu près, plus ou moins? Ça s'est passé, je crois que c'était en 2018. En 2018. Alors ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Beaucoup de cas. Une fois encore, un responsable de RDPC, qui est à Mora, au péage là, il a été... J'ai dit que je ne voulais pas contrôler la règle. Nous sommes là, nous sommes Camerounais. Tout à fait. Nous avons pour devoir de dénoncer, de lutter contre toute forme de violation des droits de l'homme. Celui-là a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait... C'est un responsable, je crois que c'est un président de sous-section. Il avait rassemblé ses collègues pour leur dire que voilà, à Kuala Fata, beaucoup de jeunes ont rejoint Boko Haram. À Mchide, beaucoup de jeunes ont rejoint Boko Haram. Maintenant, c'est notre tour à Kourgui. Tout à fait. Il ne peut pas me démentir. Il faudrait qu'on soit vraiment soudés, sinon là, beaucoup vont encore rejoindre. Pendant qu'ils étaient encore en réunion, quelqu'un a appelé et dit que non, c'est des cours qui veulent aussi rejoindre le Boko Haram. Pop, ils sont partis, on l'a pris. On l'a amené ici à Salak. Il a été soumis à toutes sortes de tortures. Sa famille vient me voir chaque jour. J'arrive là, demain après demain. Il a fait 1 mois. Entre-temps, ses collègues, qu'est-ce qu'il faut faire? D'autres ont rejoint. C'est pour dire que si jusque-là ça existe, c'est à cause des violences, de l'injustice, ainsi de suite, qui poussent les gens. Alors, le jour où on l'a libéré, il m'a demandé de l'accompagner chez le gouverneur. Je l'ai accompagné. Il m'a demandé de l'accompagner au tribunal militaire. Je suis allé avec lui. Ce jour-là, c'était un jeudi. Ils avaient fait le sport. Ils
J'étais nombreux en confondus. Je ne sais pas qui est gradé, qui n'est pas gradé. Tout à fait. Il s'est placé pour dire que parmi vous là, est-ce qu'il y a des chrétiens? Quelqu'un dit, mais quelle est cette façon-là? Vous arrivez, vous posez la question, est-ce qu'il y a des chrétiens? Je dis, oui, il n'y a pas de chrétiens, parce que je sais, Paul Biya était un chrétien. Si on lui montre ce qui se passe à Salak, la torture à Salak, il va venir ici, il va dire, Boko Haram, venez, je ne veux plus de ces pays. D'autres ont commencé à courir. Toujours, c'est pour vous dire que si jusque-là, ça persiste, là, à cause de certains abus, violences et autres. Alors, nous accompagnons l'État. Nous avons pour devoir de leur donner le renseignement. Il fallait aussi reconnaître que les gars en brousse souffrent encore plus. Je dis en brousse, les éleveurs. Oui. Les éleveurs souffrent encore plus. Je vous dis qu'à partir de 2014, jusqu'à ce jour, il y a plus de 800 000, je dis bien, plus de 800 000 têtes de bœufs ont traversé le Cameroun, des éleveurs qui n'ont jamais été au Tchad. C'est très important. 800 000 plus de 800 000 têtes de bœufs ont traversé pour le Tchad. Oui, pour le Tchad. On traversait le Cameroun pour le Tchad. Plus de 800 000, des gens qui n'ont jamais été au Tchad. C'est-à-dire qui fuient les exactions. Les abus. Boko Haram? Non. D'accord. Les abus de nos chefferies traditionnelles, les militaires, les policiers, tout ce monde-là. D'accord. 800 000. J'avais bien souligné que si ça existe, c'est à cause des abus. Plus de 800 000 têtes. Si vous m'avez signalé avant, là, je peux faire venir même les responsables Bororo qui sont au Tchad. Je dis, venez, il y a quelqu'un qui est venu pour être votre porte-parole. Tout à fait. Ils peuvent venir. Maître, je vous crois. Donc, Oui, ils peuvent venir confirmer, vous le déclarer. C'est terrible. Qui sont là-bas. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Une fois encore avec le Bororo, je suis allé voir le préfet de Mayo Sava. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce que les militaires leur font en brousse là, c'est plus que le Boko Haram. L'autre Bororo qui était avec lui dit non, c'est plus que les voleurs. Le préfet ne comprenait rien. Il dit mais le Boko Haram et voleur, qu'est-ce qui est plus grave? Il dit non. Le voleur est plus grave, plus dangereux. Parce que le Boko Haram arrive là et dit qu'on a besoin de la viande. Je veux la viande. Tu peux prendre un bœuf, lui donner, il part. Et le voleur arrive là, il peut tuer, il peut ramasser et partir. Il dit ça pourquoi? Parce que certains militaires, quand ils partent en brousse avec leur camion, ils tirent là sur les bêtes, là, pop, 2, 3, ils emportent. Ils s'emportent. C'est terrible. Hein? C'est terrible, ça. C'est terrible. Alors, on tournait auprès des autorités, les lettres, pour les protéger, ça ne donne pas. Qu'est-ce qu'il fait? D'autres préfèrent aller mourir encore au Nigeria ou au Tchad. Alors, dans ce phénomène de Boko Haram, beaucoup se sont mêlés. Et d'autres, ils sont transformés en moyen de se faire fortune. D'autres, c'est des voleurs. D'autres, c'est les autorités elles-mêmes. Voilà, l'argent. Alors, il y a une sorte d'économie de guerre. Bien que certaines sont même dénoncées, mais je crois qu'il y a aussi un phénomène qu'il faut dénoncer. Il y a l'impunité. L'impunité au Cameroun a atteint son objectif le plus pervers. Le plus pervers. Quelqu'un qui est identifié avec certitude comme tel, qui a fait ceci, qui a fait là, il n'est pas puni. Et vous voyez ça tous les jours? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est encouragé
Celui qui voulait peut-être avoir peur de la loi, on le pousse aussi à faire autant ou sinon plus. Tout à fait. Tout à fait. Il y a l'impunité, il y a la corruption, il y a les abus de pouvoir, il y a tout. Tout à fait. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Terrible. Et vraiment, j'aimerais à ce point vous remercier du fond du cœur pour ce que vous faites, parce que je sais que c'est pas facile et que vous défendez des fois des causes presque perdues d'avance. Mais je pense que le fait d'exister et que autant de familles viennent sonner à votre porte, ça démontre à merveille que vous faites quelque chose de très important pour les Camerounais, pour les moins nantis, pour tous ceux qui souffrent de cette injustice. Et vraiment, j'aimerais le souligner et vous dire merci, parce que ça me touche. La première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez touché. Et là, maintenant, à nouveau, vous me touchez. Vous nous avez laissé un souvenir. Merci. Et je dois dire que, franchement, chapeau. Chapeau. Et on aurait dû faire plus entre-temps, mais voilà, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est de comprendre, parce que vous êtes au centre même de cette équation extrêmement complexe, cette guerre asymétrique qui s'est même transformée en grand banditisme plus qu'autre chose. Comment est-ce qu'on peut, quelles sont les pistes pour mettre fin à cela? Quelle est l'approche que vous pensez? Parce que vous êtes au centre même, vous voyez ça tous les jours autour de vous. Comment est-ce il y a quelques éléments que vous avez mis sur la table, mais comment est-ce qu'on pourrait mettre fin à ce phénomène? Que la loi soit appliquée. D'accord. Que la loi soit appliquée. J'ai parlé de l'impunité, par exemple. Oui. Si quelqu'un est identifié avec certitude comme tel qu'il doit être puni, et les autres vont se mettre en rang. Tout à fait. Mais tant qu'il n'est pas puni, Et les autres voient qu'il est pas. ils vont, oui. Je vous dis que pendant le Boko Haram encore, certaines personnes, Monsieur le Président, certaines personnes, je parle aussi de certaines autorités judiciaires, Tout à fait. qui arrêtent quelqu'un qui ne sera ni gardé à la police, ni gardé à la gendarmerie. On le fait garder dans des maisons privées. La famille fait la ronde. Après, on va le voir pour dire que... Mais tout ça là, c'est l'argent. Oui, c'est comme ça qu'il répond à la famille. C'est l'argent. Apportez de l'argent. Quand vous apportez de l'argent, il va sortir, même si il va sortir. C'est pas à rire, mais c'est terrible. Et ça arrive souvent, ça. Oui. Donc, Le problème, l'impunité. Elle a atteint son objectif. Donc, des autorités ne prennent pas au sérieux la menace Boko Haram, en fait. C'est ce qu'on peut dire. Je vous dis que l'impunité a gagné le terrain. C'est-à-dire la recherche de l'argent, à tout prix. La recherche de l'argent. Et d'autres même, qui n'ont pas peut-être ces moyens, ils peuvent arriver chez vous à domicile pour dire que si vous ne me donnez pas quelque chose là, je vais dire que ton nom est parmi les gens recherchés de Boko Haram. Ils se sont aussi enrichis comme ça. Et ils prennent combien? Et beaucoup d'argent, ça dépend des moyens de chacun. On peut demander, c'est votre vie. On peut vous demander beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent donné. Beaucoup d'argent pour ceux qui nous regardent. Hein. Il y en a qui n'ont aucune idée. Oui, d'autres qui peuvent demander 2 millions, 3 millions, 5 millions. Comme ça. Ouais. Pour éviter. Pour vous épargner votre vie. Oui. Voilà. Et d'autres qui sont là en prison pour rien. Et d'autres qui sont même libérés, qui ne sont pas sortis. Nous, par exemple, on tente Béa Corpus. Pour quelqu'un qu'on l'a arrêté, après, ses collègues sont sortis, les mineurs, par exemple, sont restés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le dossier disparu. On saisit par requête en libération immédiate. On envoie finalement nous-mêmes là, on reste. Et les gars sont encore là en prison. Il y en a beaucoup? Il y en a.
C'est-à-dire, pour avoir une idée, Il y en a. 2, 20, 200. Il y a beaucoup de gens qui sont là, que moi-même j'ai tenté par requête en libération immédiate. Finalement, ils sont là restés. À la prison. Alors, oui, c'est pour vous dire que comme ça, là, vous tuez tout ce qui est utile, précieux en vous. Tout à fait. Il y a... Vous déshumanisez. Oui, merci. Il y a professeur Pita, en droit constitutionnel, qui disait, celui qui détient le pouvoir de cacher ce qui est injuste détient le pouvoir de détruire l'État. C'est ce qu'on est en train de voir. Pour dénoncer avec des preuves palpables, ça ne donne pas. Ouais. Ça ne donne pas. Donc, pour régler le problème Boko Haram, il faudrait forcément commencer à respecter la justice et le droit. Oui. Sortir de cette injustice omniprésente et peut-être aussi aller encore plus loin, mais de rendre tout ce qui se passe beaucoup plus transparent, que les gens puissent suivre, que les gens puissent comprendre. Comme ça, les gens sauront que si vous soutenez Boko Haram, vous allez en prison pour des très longs moments. Oui, très longs moments. Voilà. Notre loi aussi n'est pas... Elle est un peu dure. D'accord. Et je parle peut-être devant un juge d'instruction. On lui donne 6 mois renouvelables 2 fois. Ça veut dire 18 mois. Entre-temps, là, même si on vous libère, vous n'avez plus de moyens de recours. Tout à fait. Alors, je crois que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Il y a la commission pour les détentions provisoires arbitraires au niveau d'Yaoundé, que je connais, qui, et peut-être il faut le savoir, qui peut être... qui reçoit les pétitions de tous ceux qui ont été en détention provisoire, arbitraire ou abusif et qui normalement ont droit à une réparation. Donc, est-ce que vous faites usage de cette commission-là? Moi, je crois qu'elle existe peut-être sur le papier. Elle existe sur le papier parce que moi, particulièrement, j'ai saisi cette chambre-là. C'est une chambre qui est à la Cour suprême de réparation des préjudices subis. Tout à fait. Voilà. Merci pour la correction. Oui. Je l'ai saisi plusieurs fois dans plusieurs cas. Aucun résultat positif. Rien. Okay. Écoutez, c'est bien à savoir parce que peut-être, étant à Yaoundé, étant parlementaire, vous pourrez peut-être me donner juste des copies de ces dossiers pour pouvoir suivre parce que nous, au Parlement, on nous dit que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je me posais la question. Donc, si ça ne fonctionne pas, il faudrait peut-être savoir ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir actionner. Ça ne Donc, fonctionne pas. moi, je serais vraiment, avec tout ce que vous faites, si vous me donnez juste des copies de vos dossiers, j'irai avec Yaoundé pour essayer de voir si on peut faire fonctionner. Je ne peux rien garantir. Je ne fais pas partie de cette chambre ou cette commission et je ne sais même pas comment il fonctionne exactement. On a même pris des avocats avec des dossiers, ça ne donne rien. On peut peut-être les orienter vers vous. D'accord, oui. Alors, revenons encore sur le Boko Haram. D'accord. Le mois passé, je crois qu'en trop un mois quelque, il y a au moins 7 attaques. 7 attaques de Boko Haram. Paraît-il, d'autres utilisent même les drones. Alors, pour un citoyen lambda, l'idée qu'il pouvait avoir, mais pourquoi à chaque fois c'est eux, les Boko Haram, qui viennent attaquer, sachant avec certitude qu'ils sont localisés dans tel lieu, on ne peut pas les attaquer. Alors, ça s'est passé au lac avec les Tchadiens. Les Tchadiens sont allés
détruire leur base. On a montré même dans les réseaux sociaux, ils ont ramassé beaucoup de milliards chez eux. Tout à fait. Oui. Mais pourquoi chaque fois chez nous, c'est eux qui viennent attaquer? Quand ils viennent attaquer, ils tuent. Ils ramassent les armes, ils détruisent tout. Pourquoi on n'en fait pas autant? Les gens se demandent, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Plus pire encore, vers le lac du Jour, j'ai mes frères qui sont des pêcheurs, jusque-là, qui sont là-bas. Mais les Boko Haram leur imposent des taxes, monsieur le président. Et ils payent. Ils payent. Et au vu au sud de nos autorités. Ils payent. Et nos autorités sont au courant. Ils payent. Oui, non, je demande si nos autorités sont au courant. Je dis c'est un territoire camerounais. C'est terrible. C'est un territoire camerounais. Donc, il y a des impôts Boko Haram dans le logo Néchari. Oui. Terrible, Ils imposent des taxes et ils payent. Et ça représente combien à peu près, juste pour avoir une idée? Par la pirogue, là, ils peuvent prendre jusqu'à 100 000 francs par pirogue. Ça, c'est terrible, ça. Pirogue. Oui. Pour entrer, aller pêcher en territoire camerounais. Ils prennent jusqu'à 100 000. Un Boko Haram, on dit que c'est leur chef. Ils s'assoient sur une chaise. Et il reçoit l'argent. Il reçoit l'argent. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. En territoire camerounais, devant tout le monde. Il impose des taxes. Ça, c'est terrible. J'en reviens pas. Je vous dis. Moi, au départ, je disais que non, cette histoire-là, peut-être au plus haut sommet, les gens ne sont pas. Non, on est au courant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si un pêcheur en territoire camerounais, il part pêcher avec sa pirogue, un Boko Haram s'assoit sur une chaise, dit il faut d'abord donner l'argent avant d'aller pêcher. Merci. Il prend l'argent, il donne. Il va, il pêche, après il ressort. Terrible. Et ça se passe de quel côté? Je veux dire, le lac est grand, donc... Oui, côté de Darak. oui, côté de Darak, justement. Là où il y a la pêche, là, côté de Darak, Blangois, tout ça. D'accord. Il faut c'est triste. Ouais, c'est terrible. C'est triste. Alors, moi, je crois que, selon ma pensée, la logique même, l'État a le devoir de garantir et de protéger les droits fondamentaux. Pas seulement devoir, l'obligation. Voilà. C'est constitutionnel. Mais si un État où ses citoyens payent à d'autres malfaiteurs Des impôts, des impôts et que personne ne parle même, justement, ce qui est encore plus grave. J'apprends ça ce soir. Personne ne parle. Je suis battu. Personne ne parle, que c'est normal. On laisse faire, quoi. Et il y a de cela, je crois que 2 semaines, je suis allé voir le commandant de la Légion ici à Maroua pour me dire que oui, vers Zigagela, il y a aussi un lieu de pêche. Mes frères pêchent toujours aussi là-bas. Les Boko Haram sont allés les attaquer, ramasser leurs poissons, tout. Et ils ont tué l'un d'eux, il y a eu des blessés. Pendant qu'il était, quelqu'un a fait aller trouver la base qui est à Zigagela, les militaires qui sont là. Oui. Oui, il y a 2 semaines. Pour leur dire que voilà, les Boko nous ont attaqués, il y a la bagarre là-bas, la lutte là-bas. Non, on n'a pas reçu l'ordre de Yaoundé. Là, ils ont refusé. Ils m'ont appelé pour dire que voilà, que c'était vers les 9h. Du soir ou du matin? Matin. D'accord. Je suis allé voir le nouveau commandant Légion tout à l'heure. Bon, il a essayé d'appeler ses collaborateurs vers Kousri, Waza, tout ça. L'intervention, c'est jusqu'à tard dans la soirée. Mais est-ce qu'ils peuvent encore rester? Ils sont partis. Donc il y a ce problème-là aussi. Quand il y a attaque, l'intervention est très difficile.
Et vos frères sur place, ils vous disent que les bases des campements de ces Boko Haram sont situées de quel côté? Mais tout le monde te connaît. D'accord. Tout le monde te connaît. Donc, c'est des adresses Tout le connues, monde, quoi. oui, très bien connu. Mais au Cameroun ou au Nigeria? Tant au Nigeria, tant au Cameroun, mais là où ils paient les impôts, là, c'est au Cameroun. Non? D'accord. Hein? Ils sont connus. Mais je vous dis, je crois que quand vous m'avez rappelé le truc qui s'est passé à Koza, là. Tout à fait. Hein? Ouais, ouais. Les Boko Haram sont arrivés à quelle heure? À 14 heures. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Moi, je vous ai dit, vous avez intervenu pendant les gens qui étaient en prison. Ils étaient libérés grâce à votre intervention. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Les Boko sont arrivés parce que vers la soirée, là, les bœufs rentrent. Alors, ils gardent, ils rassemblent. Bon, quand ils appellent la base des bœufs, là, on leur demande, ils détiennent quelles armes? Quelle marque de armes? Vous voyez? Comment les civils peuvent savoir ça? Le gars me dit qu'il a fini son crédit comme ça. Il a fini le crédit jusqu'à vers les 16h quelques. Bon, tous les bœufs étaient déjà rassemblés, plus de 600 têtes. Je dis, mais voilà. Quels sont ceux qui ne veulent pas que leurs bœufs partent là? Moi, ils sont à 4. Mettez-vous là-bas. Tac, on les a tués. Qui pouvait dire encore non? Voilà. Ils sont partis. Le lendemain, il y a eu des rafles. Là, on a arrêté le 22, là où vous avez intervenu. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut vraiment compter pour dire que ma sécurité est protégée? Non, Et c'est comme ça. C'est terrible. Et non seulement, quand les baies, la marche des baies au Cameroun, à l'intérieur du pays, vers les 16h, quitte le Cameroun avec les gens, moto et autres, jusqu'à aller au Nigeria. Même un hélicoptère quitte la France, là. Ça va arriver, rattraper, non? Oui, mais on n'a même pas besoin d'un hélicoptère. Même en se mettant sur une colline, on les voit passer. C'est pas... Non, on les voit passer par... Je dis que le fait de les empêcher n'est pas rentrer au Nigeria. Tout à fait. Avec tout ce qu'on a comme bataillon, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on prend 600 bœufs et on traverse, on rentre au Nigeria avec toute la poussière que ça lève, avec tout le bruit, le boucan. Et ils ont un passage sans problème pour y aller. À l'intérieur, hein. Tout à fait. Cause là, vous laissez mourir comme ça, non? Tout à fait, oui. Voilà. À l'intérieur, jusqu'à qu'ils partent au Nigeria. Tout à fait. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Nous, on vous relate brut. À vous de classer ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Mais sinon, c'est terrible. C'est une injustice criarde. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de manquements énormément de manquements dans les systèmes de sécurité en place, parce que ce que vous décrivez donne la chair de poule, parce que ça ne devrait même pas arriver. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'apparemment tout le monde semble être au courant, mais ça ne dérange personne. Et c'est pour cela que on parlait tantôt de 2011-2012. On est quoi? On est aujourd'hui en 2025. Ça fait pratiquement 14-15 ans que ça dure, et on a l'impression que c'est venu pour rester, alors que ça devrait être une crise, et une crise à vocation à venir et à repartir. Donc c'est quand même terrible. C'est pour ça qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je te remercie encore énormément pour tous ces témoignages, c'est de comprendre ce qui se passe pour savoir comment est-ce qu'on peut gérer ce qui se passe, ou améliorer les réponses pour pouvoir trouver une solution pérenne à cette crise-là. Parce que je ressors aujourd'hui, j'étais dans le Mayo-Tchanaga et surtout à Koza, et quand je vois dans quelle situation ces gens vivent, quand vous vous arrêtez à un village où les dames vous disent que tout le village dort en brousse parce que ça fait près de 7-8 ans qu'on n'arrive plus à dormir dans nos cases, parce qu'on est attaqué la nuit, et qu'on m'a même dit qu'il y a 2 qui se sont fait tuer en brousse, là où ils sont allés se cacher pour dormir en dessous d'une pierre. Donc on n'est même plus sûr qu'on est en sécurité quand on se cache. C'est quand même terrible. Donc il faut trouver des solutions. Je pense que
on ne peut plus laisser faire. Et donc, c'est pour ça que tous ces témoignages sont très importants pour pouvoir construire cette riposte nécessaire, parce qu'on a l'impression qu'il y a un laisser-faire. On a l'impression que finalement, ça ne dérange pas trop les gens qui aient cette insécurité, et puis on vit avec, et puis on progresse. Malheureusement, c'est l'impression que ça me donne quand j'écoute ces témoignages. Moi, je crois que c'est au-delà de l'impression, c'est un constat, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Parce qu'il fut un temps où c'est des Mokolo vers la frontière, là, ont quitté, nombreux sont venus ici à la région, chez le gouverneur, pour leur dire exactement est-ce qu'ils sont Camerounais ou ils sont Nigériens, ils ne connaissent pas. Parce qu'à chaque fois, quand les gens arrivent, là, ils annoncent on arrive. Donc, comme Les Boko Boko, Haram, oui. ils informent les villageois qu'on est en train d'arriver. Qu'on est en train d'arriver. Et ils se retrouvent seuls. Sans défense. Sans défense. Ils viennent, des fois même les tôles, tout ça, ils enlèvent. Et ça ne fait que se répéter, c'est récurrent. Alors il se dit, mais vraiment, si on est des Camerounais, un malfaiteur qui annonce qu'il va arriver, effectivement, il arrive, il accomplit ses actes, et après il part, rien. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alors, peut-être pour sortir de cette discussion, cette conversation, qu'est-ce que tu attends de moi? Ou qu'est-ce que tu attends de nous? En tant que défenseur des droits de l'homme, qu'est-ce qui peut être fait? J'attends beaucoup de choses de toi. La situation. J'attends beaucoup de choses de toi. Tu es député, tu es un responsable d'un parti politique. Ta voix est écoutée et de par la loi même les instruments que le Cameroun a ratifiés, qui dit que toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre. Tout à fait. La paix, la sécurité, la justice. Et la protection. Voilà. Alors, je crois que vous êtes la personne la mieux placée pour que cela soit vraiment appliqué, soit pris en compte. D'accord. C'est bien noté. Merci. Bien noté. On a déjà travaillé par le passé. Je vais encore m'y mettre. Et encore plus. Aujourd'hui, j'ai été touché, profondément touché, de ce que j'ai vu sur le terrain. C'est pour ça que j'ai tenu à avoir cette conversation avec toi. Encore une fois, j'aimerais te dire, ce sont des gens comme toi qui me donnent l'énergie nécessaire pour faire ce que je fais. Parce que c'est le courage que tu as et tout ce combat que tu mènes par conviction qui me fait croire en l'avenir de ce pays, qui me fait croire qu'on peut avancer et que ce pays a un meilleur avenir. Donc je profite pour te dire encore merci du fond du cœur. Merci pour tout ce que tu fais, pour toutes ces personnes démunies qui souffrent. Et merci d'être là. On ne peut pas tous faire ce que tu fais. Chacun peut faire quelque chose à son côté, à son niveau. Mais ça me touche profondément. Et vraiment, chapeau. Merci beaucoup. Et j'aimerais te dire que tu peux compter sur moi. Merci. Merci, je vous remercie très sincèrement. Merci. Alors, je crois que votre présence ici contribue énormément à la paix, à la sécurité et à la tranquillité de la population. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, Maître Abdoulaye Imad. Merci beaucoup. Et ce n'est que le début. On se connaît depuis un moment, mais je pense qu'il faut qu'on accentue un peu notre collaboration pour vraiment pouvoir sortir les populations de l'extrême nord de cette insécurité. Et vraiment, vous pouvez compter sur moi. Merci. 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 Merci.